quel que soit le nombre de parties que t'as lues, tu as forcément ton JoJo préféré. Pour les normies, ça sera Jotaro, pour les otaku, Jolene, et pour les gens respectables, évidemment, Johnny. Mais bon, ça, c'est les préférences, et ça dépend de chacun. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir qui est objectivement le meilleur JoJo, lequel a le meilleur développement, les plus belles symboliques, ou encore le plus gros impact sur la licence. Pour déterminer tout ça, on va se pencher en détail sur chacun des 8 JoJo, analyser leurs relations, leur psyché, et le plus important, leur histoire. Commençons par le début avec le personnage qui enclenche l'entièreté de cette histoire en 1868. Jonathan Joestar est banal à première vue. On le découvre comme un jeune homme de taille moyenne, riche et tout à fait inintéressant. De fait, quand on le voit comme ça, il paraît juste être un fils de bourge qui essaye de jouer les gentlemen, bref, pas de quoi faire tourner la moindre histoire autour de lui. Or, tu le sais déjà, cette façade plutôt pas folle est très loin de la réalité. Malgré sa faiblesse tant physique que mentale à ce moment-là, Jonathan n'est pas le cliché du fils de riche arrogant. Il est déjà plein de bonne volonté et capable de se mettre en danger pour des innocents. Ouais bon, un peu en danger. Mais surtout, malgré sa richesse, Jonathan a une vie globalement triste et peu enviable. Il manque clairement d'une présence maternelle, vu que sa mère est morte peu après sa naissance. Et à cause de sa richesse et du milieu extrêmement rural dans lequel il vit, il n'a absolument aucun ami. Son seul compagnon à part son père, c'est son chien. Et quand on sait ça, l'arrivée de Dio est tout de suite beaucoup plus dramatique. Tiens, justement, Dio, c'est lui l'élément déclencheur dans la vie de Jonathan qui le fera passer de mec riche qui va reprendre l'entreprise familiale à super guerrier qui éclate des vampires à main nue. En effet, Dio vient dans la famille Joestar et va en une seconde détruire le peu de choses que Jonathan avait réussi à avoir. Il tue son seul ami, détruit sa relation avec Erina et le ridiculise à la fois devant sa famille et toute la population alentour, bref, il lui vole littéralement sa vie. Malgré ça, rétrospectivement, ce move est sans doute le plus mauvais que Dio n'ait jamais fait. Au lieu de s'intégrer chez les Joestar et de jouir d'une vie riche et prospère, il a éveillé en Jonathan une flamme qui le suivra pendant 2 siècles pour le faire payer quoi qu'il en coûte. Quand on voit ça, Dio, le plus grand fléau de l'humanité, constitue en fait une véritable bénédiction pour Jonathan. Un peu comme Sasuke avec Naruto ou Hisoka avec Gon, il pousse son ennemi à se dépasser, à devenir plus fort, plus humain, plus héroïque, jusqu'à incarner une icône de justice. En fait, à partir de là, on a enfin le vrai Jonathan, celui qui ouvre sur tous les autres JoJo et qui deviendra le protecteur de toute l'humanité. Et franchement, Jonathan devient littéralement parfait. Non mais sérieux, trouve-moi un défaut sur lui. Il est grand, musclé, super sympa, serviable et j'en passe. Mais bon, c'est logique, parce que en soi, Jonathan est forcé, de par la perfidie et le mal profond que constitue Dio, à devenir son antithèse totale. L'inverse du mal absolu, le bien absolu. J'avoue que pour tous les personnages que j'ai traités dans ce genre de vidéo, j'essaye toujours de trouver un axe un peu différent pour apporter de la nuance, genre montrer les défauts ou les faiblesses. Mais bon, là, Jonathan n'a vraiment aucune faille. Il a des valeurs qui semblent absolument parfaites, mais n'est pas non plus reclus et limité par sa gentillesse. De fait, s'il sent que lui ou des innocents sont en danger, il n'hésite pas à se battre à fond et même à tuer pour détruire le mal. En plus de ça, ses envies et sentiments, même profonds, passent au second plan à chaque moment important. Par exemple, même s'il aime Dio comme son frère, il le tue sans sourciller dans le chapitre 41 pour l'empêcher de nuire. Et franchement, cette perfection mentale a souvent tendance à être pas mal réduite dans l'imaginaire collectif à cause de quelques instants de rage. Mais il faut se rappeler qu'en plus de toutes les épreuves que Dio lui a fait subir, Jonathan doit porter en lui le fardeau d'être en grande partie la cause de l'ascension de son Némésis. Parce que c'est bien lui qui a étudié le masque de pierre et qui en a donné pas mal de clés à Dio pour finalement amener à sa transformation en vampire. Et Jonathan réussit ici à faire face à une des plus grandes malédictions de l'humanité. En effet, toute découverte, même si elle est faite par l'homme le plus vertueux du monde, finit par être utilisée à des fins mauvaises ou égoïstes. Beaucoup de grands hommes ont été confrontés à cette réalité et ne l'ont pas supportée, mais Jonathan, lui, réussit à la mettre de côté, à la placer comme fait du passé pour mobiliser ses forces dans les choses qui l'aideront réellement à avancer. En somme, Jonathan est peut-être le personnage qui a les valeurs les plus fortes du manga, des valeurs qu'il porte toujours sans faillir. Et surtout, des valeurs qu'il fera subsister même après sa mort pour hanter Dio au travers de son corps qui le rejette et de sa descendance qui viendra l'éradiquer. Aussi, les pouvoirs de Jonathan accompagnent parfaitement cette mentalité. Il n'a pas obtenu de stand qui lui offre un pouvoir directement exploitable, non. Il a appris avec du temps et des efforts à utiliser l'onde pour mériter la force qui lui permettra d'accomplir son devoir. Même si, bon, là il était quand même pas mal aidé de base par le fait qu'il soit un génie absolu de l'onde. Parce que je rappelle qu'il est devenu un grand maître en seulement quelques jours et qu'il possède tout simplement une des ondes les plus puissantes du manga. Maintenant, pour la suite, imagine-toi, t'es sur le point de mourir. On sait pas de quoi et on s'en fiche, mais tu sais que c'est la fin. Comment réagis-tu? Que fais-tu si tu sais que tu n'as plus rien à perdre? Pour la plupart des gens, la vérité, c'est qu'ils oublient la bienséance et qu'ils deviennent mauvais, même si dans la vie ils étaient sympas, même s'ils paraissaient les plus vertueux, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit le véritable visage d'un homme. Mais encore une fois, pour Jonathan, ce moment révélateur ne fait que souligner ses qualités. Sa mort aux côtés de Dio, en plus d'être symbolique, prouve sa sincérité dans sa démarche de protection de son prochain et d'amour fraternel.
Cette mort prouve que Jonathan est bel et bien le symbole de la justice humaine, l'opposé total de Dio. Il accepte sa mort dans les flammes d'un bateau qui aurait dû célébrer la joie, encore rempli d'espoir, car il a foi en l'avenir, en l'humanité et en sa descendance. Maintenant, même au-delà de ce qui est interne au récit, ce personnage reste vraiment très solide. Il pousse au paroxysme le concept brut du shonen, en nous présentant une itération très intense et intéressante du schéma classique du genre, et tout cela dans un récit ultra condensé. Honnêtement, réussir à nous faire voir toute la vie d'un personnage en seulement 44 chapitres ou 9 épisodes, c'est vraiment fort. Et surtout, malgré qu'il paraisse être un personnage plus que classique aujourd'hui, à l'époque où c'est sorti en manga, c'était un sacré vent frais. Alors oui, il suit les lignes directrices de son époque pour la plupart des choses, mais Phantom Blood a quand même cassé pas mal de codes. Déjà, c'est un peu dans la continuité de Devilman et Bao dans la forme, des ennemis chelous, plein de sang et des thématiques dures à aborder. Et puis surtout, à la fin, Jonathan, il meurt, et franchement, à l'époque, réussir à convaincre ton éditeur de tuer le personnage principal au tome 5, c'était juste impossible. Donc, avec ça, plus qu'on a vu plus tôt, Jonathan est un vrai tremplin pour ses successeurs, qui verront le jour grâce à sa bravoure dans l'univers de Jojo et grâce à son succès dans le monde du manga. Finalement, Jonathan est réellement un excellent personnage, peut-être même parfait dans son rôle, et je trouve ça franchement dommage qu'il soit bien trop sous-estimé. Les fans du manga le relèguent souvent au second plan, à cause sans doute des graphismes ou de l'histoire de sa partie qui sont forcément moins bien que pour les suivantes. Mais si en effet Araki a mis un peu de temps à soigner l'esthétique et à mieux développer le scénario de ses parties, s'il y a bien une chose qu'il a su faire dès le début, c'est créer des personnages de légende. Une légende qui passe ici par de la grandeur et de la bonté, mais qui parfois passe plutôt par le racisme. Mais attendez, vous ne seriez pas japonais par hasard? Si? Pourquoi cette question? Mais c'est que ça change tout ça! Ouais, on n'oublie pas ça. Bon, Joseph, même si on le verra, il a un grand nombre de différences avec son grand-père, garde quand même un début de vie similaire à celui de ce dernier. On retrouve une enfance au sein d'une bonne aisance financière, essentiellement grâce à Speedwagon qui entre-temps est devenu milliardaire, mais surtout marqué par un manque de ses deux parents qui ne se sont jamais occupés de lui. Si tu te rappelles pas pourquoi, en gros, son père a été tué par un zombie de Dio infiltré dans l'armée et sa mère a dû fuir le pays parce qu'elle a tué le zombie en question. Ainsi, même s'il ne l'affrontera que des dizaines d'années plus tard, Joseph aussi a vu sa vie entière chamboulée à cause de Dio. Mais encore une fois, même si à première vue il a une mauvaise incidence sur cette dernière, en fait ça aurait été très bénéfique pour Joseph. Sans ça, il aurait été élevé normalement par ses parents, et vu comment se comporte Lisa en tant que maître de Joseph, c'est sûr et certain qu'elle ne l'aurait pas laissé devenir aussi excentrique. Et bah on s'en fout non? Il aurait pu avoir une meilleure discipline et serait devenu plus fort à Londres. Peut-être, mais en vrai, son esprit tactique extrêmement développé, sa manière de se moquer de ses ennemis qui les déstabilise, ou même sa mentalité assez bizarre, ce sont plein de choses qui lui permettent de remporter ses combats quelle que soit la force de son ennemi. Et il n'aurait jamais pu développer tout ça dans un environnement plus conventionnel. Parce que oui, on l'a évoqué en l'introduisant, mais Joseph n'est pas du tout comme son grand-père. Contrairement à Jonathan qui est parfait sur tous les points, Joseph lui est prétentieux, il triche pour gagner et se moque des règles et des lois. Tiens, mais ça me rappelle quelqu'un d'autre ça, pas toi? Et oui, s'il se rapproche assez peu de Jonathan, Joseph est étrangement similaire à Dio. On vient de le dire, il est fourbe, a une grosse estime de lui, il se repose pas mal sur ses acquis et a une grande intelligence, bref, ça en devient même un peu troublant quand on liste toutes leurs similarités. Mais pourquoi? Ces deux personnages restent quand même opposés dans leur motivation, non? En fait, ils sont tous les deux caractérisés par le fait d'être extrêmement humains. Ils ont beau être très forts ou extrêmement intelligents, ils ont tous deux des défauts ou des manières d'être vraiment caractéristiques de l'homme. Et si on veut s'amuser à compter, ils cochent tous les deux largement les 7 péchés capitaux. Malgré tout, même s'ils ont cette similarité, elle ne se manifeste pas du tout de la même manière chez les deux. D'un côté, Dio est mené à sa perte plusieurs fois par ses caractéristiques humaines, mais de l'autre, Joseph en tire parti, à moitié malgré lui, et réussit à vaincre des vampires et même un gnome du pilier sans le moindre entraînement, juste grâce à son style de combat absurde. Enfin bon, on s'en doute, même si on peut trouver des similitudes avec Dio, Araki n'a pas construit Joseph par rapport à ce dernier. Non, Joseph est un personnage plutôt opposé à l'antagoniste qu'il va affronter. Littéralement une personnification de David contre Goliath, Joseph est l'humain faible qui va user de sa ruse et de son intellect pour vaincre la forme de vie ultime, un être quasiment divin. Cependant, si la plupart des JoJo sont construits de manière à être diamétralement opposés à leur antagoniste, là c'est pas totalement le cas. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les antagonistes, Kars se veut être un dieu par essence, mais il agit malgré lui comme un homme. Il se rapproche vraiment pas mal de Dio, et si Joseph s'en rapproche aussi, ça veut bien dire que ces deux personnages censés être opposés sont en fait relativement similaires. Tout comme Joseph, Kars triche pour obtenir ce qu'il veut, il s'est trompé et n'hésite pas à laisser son honneur de côté pour gagner. Mais dans le combat final, quand on voit Lisa
Lisa au bord de la mort, quand on suit Joseph qui se bat contre Kars devenu immortel, on est à 100% avec lui, et la question de qui est le gentil ne se pose même pas. Elle ne se pose pas car Joseph a beau être défaillant et avoir des défauts similaires à ceux des grands méchants, quand il voit à quel point la ruse peut être mauvaise à travers Kars, quand il voit la différence d'estime qu'il accorde à Wamu qui fait preuve d'honneur avec celle de Kars qui triche, Joseph ne peut que changer. Et mine de rien, si on regarde rétrospectivement la partie 2, j'ai bien l'impression que c'est au moment où Lisa frôle la mort que Joseph devient vraiment un Jojo. Dès ce moment-là, il ne se bat plus pour lui, mais pour l'humanité tout entière. Donc, dans le moment décisif, Joseph est bien l'opposé total de Kars. Il devient une vraie personnification de l'humanité, et grâce à ça, il réussit le plus grand exploit qu'on ait jamais vu dans Jojo. Et oui, je sais que la mort de Caesar joue aussi son rôle dans l'évolution de Joseph. Elle lui permet de gagner en détermination et d'avoir une vraie raison forte d'aller se battre à fond contre les hommes du pilier. Mais il n'empêche que c'est bien Kars et personne d'autre qui transformera vraiment Joseph en Joestar. Après cette victoire, Joseph vit donc réellement dans la continuité de Jonathan, en aidant la fondation Speedwagon et en devenant une figure de patriarche pour la famille Joestar. Bon, après, il reste drôle malgré son âge et continue d'ignorer certaines règles, ça reste un homme. Mais quand même, il garde un rôle de guide, en montrant la voie à Jotaro pour l'aider à finalement éliminer Dio. Et en vrai, Joseph est très sûrement le Joestar le plus décisif du premier univers. Il a un rôle très déterminant dans 2 combats majeurs et fait la passerelle entre Jonathan et le reste des Joestars. Bon, et comme tout le monde, il finit par vieillir et ouais, sacré coup de vieux. Plus de blagues et plus trop de force apparemment. Mais quand même, si on peut accorder quelque chose à Joseph, c'est qu'il sait se remettre en question. Il l'a fait face à Kars et il le refait quand il rencontre Josuke. Certes, son passage dans Diamond is Unbreakable est anecdotique pour certains, même un peu triste pour d'autres, mais moi je l'aime bien. Ça permet de montrer une face différente de lui, son côté plus intentionné et gentil qu'on avait très peu aperçu auparavant. Même si, finalement, il garde le même caractère de fond, en ramenant un bébé à sa femme sans même lui demander son avis, alors qu'ils ont quasiment 80 ans. Bref, Joseph est un personnage marquant, que ce soit de par le fait qu'il soit encore plus atypique que Jonathan, ou même parce qu'il est complètement différent de ce qui fait l'essence même des Joestars. Évidemment, les gens l'adorent pour ça, et en vrai, là où Jonathan souffre de l'impopularité de sa partie malgré qu'il soit un bon personnage, là, Joseph est tellement bien qu'il donne littéralement la popularité à Battle Tendency. Une popularité franchement méritée, vu que c'est un personnage très intéressant et bien exploité. Et de fait, il est meilleur que Jonathan, car il a ce côté plus nuancé dans son caractère. Mais ce n'est pas non plus un personnage parfait, parce qu'il n'a pas cette aura des plus grands personnages, ceux qui ont un impact capable de changer des visions du monde. Et pour trouver ça, il faut peut-être aller chercher du côté d'un personnage bien moins extraverti que Joseph. Après tout, qui dit aura dit Jotaro. C'est sans doute un des personnages les plus cool et appréciés, et on va voir que c'est clairement mérité. Jotaro est un mec stylé. Dès qu'il parle, c'est pour dire quelque chose d'utile ou d'impactant, dès qu'il fait quelque chose, ça paraît toujours classe. En plus, il ne montre pas ses émotions inutilement. Bref, c'est un peu un Dark Sasuke réussi en fait. Parce que dans les autres mangas, les Dark Sasuke font des choses assez inutiles, voire complètement insensées sous couvert de style. Et de fait, à force de trop en faire pour essayer de les rendre cool, ils deviennent souvent ridicules. Sauf que, mine de rien, on les aime bien quand même ces personnages, et c'est parce qu'il y a sûrement certains côtés intéressants à exploiter chez eux. Mais est-ce que c'est le passé torturé qui est cool, ou peut-être leur style détaché qui les rend mystérieux? Pour Jotaro, ce qui fait de lui ce personnage mémorable dans la partie 3, c'est vraiment cette sensation qu'il est invulnérable. Alors oui, on le voit blessé, ou même perdant parfois, mais il ne panique jamais et finit toujours par tabasser son ennemi avec une réplique bien stylée. Aussi, il a ses propres gimmicks, comme son... ou le... de son stand qui permettent en quelque sorte de compenser son manque d'expressivité et qui font qu'on s'attache plus facilement à lui. Mais avant tout, ce qui est assez inédit chez Jotaro, c'est que son caractère un peu taciturne et mystérieux ne devient pas excédent au fil du temps. Et ça, c'est parce qu'il est entouré de 5 personnages hauts en couleur et assez différents de lui qui permettent clairement de varier les interactions au sein du groupe. Donc je pense que Araki a vraiment su saisir que c'est le côté hyper compétent et le caractère mystérieux de cet archétype des Dark Sasuke qui plaît au lecteur. Mais comme d'habitude, il ne fait pas que recopier la formule existante, non. Araki a corrigé les problèmes amenés par ses caractéristiques pour rendre Jotaro cohérent et vraiment intéressant. Avoir un personnage trop puissant retire l'enjeu des combats, pas grave, on n'a qu'à créer un système de pouvoir qui privilégie la tactique. Et en fait, c'est même mieux que ça, en plus de sublimer cette formule pour la rendre exploitable, Araki utilise certains biais de cette dernière pour appuyer son récit. Ici, avec Jotaro, il utilise le fait qu'il ne montre jamais ses émotions pour appuyer l'impact de certaines scènes. Par exemple, voir Jotaro en larmes de rire montre à quel point la situation des Stardust Crusaders face à The Sun est hilarante, et le voir enlacer Polnareff à la fin de la partie montre vraiment à quel point il est attaché à tous ses compagnons. Cependant, même s'il ne veut pas trop le montrer, dans le fond, Jotaro est clairement un héritier de Jonathan. C'est sûrement inconscient, hein, mais en fait, il a une vision de l'honneur quasiment identique à celle de son ancêtre. Tout comme ce dernier, Jotaro déteste qu'on frappe des femmes ou des enfants, il est prêt à tout pour protéger ceux qui lui sont chers, est capable de respecter un ennemi qui le mérite, et surtout, il sait garder son sérieux dans les moments critiques pour s'assurer la victoire. Certes, Jotaro n'est pas aussi infaillible que Jonathan, parfois il se laisse déconcentrer ou même submerger par ses émotions, mais l'intention reste la même, et il est très clairement
vraiment un Joestar à la hauteur de ces derniers. Mais est-ce que c'est surprenant en soi ? Parce que Jotaro semble littéralement être l'incarnation de la volonté de Jonathan. Il suit quasiment à la perfection les désirs de son ancêtre vis-à-vis de sa lignée et du monde, à tel point qu'on peut facilement penser que Jotaro a été façonné ainsi par le destin. Parce que son caractère très atypique qui lui permet de suivre la philosophie de Jonathan en plus d'être extrêmement efficace en combat, semble littéralement taillé pour lui permettre d'éveiller Star Platinum. Un stand qui représente bien sa psyché, oui, mais surtout qui est diamétralement identique au stand de Dio. Presque comme si le destin avait fait en sorte que Jotaro ait toutes les clés pour accomplir la destinée des Joestar et finir ce que Jonathan avait commencé. Cette interprétation est déjà un peu poussée en vrai, mais certains vont encore plus loin en disant que Jonathan s'est littéralement réincarné en Star Platinum. Et oui, regarde, il a la même musculature, des habits similaires, des signes de Hamon sur le corps, et puis il a le même pouvoir que The World qui s'est éveillé dans le corps de Jonathan. Pas de doute possible. Ouais. En soi, cette théorie n'est pas inintéressante, surtout parce qu'elle amène également cette réflexion autour de destin et de l'héritage. Mais il faut quand même dire qu'elle est très bancale sur quasiment tous les points. Le physique, bon bah c'est sûrement des clins d'œil pour appuyer l'importance de l'héritage, parce que Dio avait déjà combattu Jonathan. Et puis l'histoire de similitude avec The World aurait été pas mal si on n'avait pas déjà vu le stand de Jonathan, qui n'a rien à voir avec Star Platinum. Du coup, The World est clairement le stand de Dio, aucun rapport avec Jonathan donc. Bref, même si on pourrait s'attendre à ce que Jotaro soit opposé à Dio de la même manière qu'il est opposé à Jonathan, et bien en fait, sa relation avec son ennemi est plus alambiquée. Bon, déjà, oui, ils sont opposés sur leur manière d'être, l'un sauve et l'autre détruit, mais ils ont quand même des similitudes dans leur personne et représentent plutôt deux faces d'une même pièce. Tous les deux sont très intelligents et possèdent une grande puissance, mais leurs agissements divergent parce qu'ils n'ont pas la même manière de se représenter dans le monde. Dio se voit en conquérant, en dieu qui doit contrôler le monde, bref, il se voit dans un schéma assez irréaliste. A l'inverse, Jotaro voit le monde d'un point de vue plus lucide, il a conscience de l'impact qu'il peut avoir et essaye de n'agir qu'à une échelle personnelle. C'est cette dichotomie qui donne un vrai intérêt à leur affrontement final, et surtout qui explique la défaite de Dio qui s'est laissé prendre à rêver d'invincibilité et qui perd face à un Jotaro qui a simplement agi de manière logique pour l'éliminer. D'ailleurs, après la partie 3, Jotaro devient de plus en plus similaire à Joseph. Il devient une figure importante pour les parties suivantes, aide les futurs Jojo à se développer et devient beaucoup plus mature. Si dans Stardust Crusaders, il n'agissait que pour sauver sa famille, dans Diamond is Unbreakable et par la suite aux côtés de la fondation Speedwagon, il se bat pour protéger la population et empêcher de nouveaux manieurs surpuissants d'émerger. Et quand on le voit comme ça, en tant que spectateur, qui parcourt le monde pour retrouver les flèches et qui va combattre des manières dangereuses, on se dit qu'il est trop cool, même parfait. Et c'est vrai, d'un point de vue extérieur, difficile de critiquer cet agissement. Sauf que, contrairement à Polnareff qui est tout seul, Jotaro a une famille. Et dans Stone Ocean, on voit que cette double vie de sauveur de l'humanité et de père de famille ne peut pas être menée convenablement. À cause de ça, Jotaro a littéralement abandonné sa fille quand elle s'est faite arrêter. Et elle qui aurait tout eu pour admirer son père, finit quasiment par renier son existence. Parce que quand on voit ça du point de vue de Jolyne, oui, c'est triste et ça remet en question ce personnage à l'aura si parfaite auparavant. Mais la vérité, c'est que ce défaut n'est en fait rien d'autre qu'une qualité extrêmement rare. Il témoigne de la discipline mentale exceptionnelle de Jotaro qui lui permet de refouler ses envies naturelles d'aider sa famille pour privilégier des actions objectivement plus importantes. Et à force d'exploits, Jotaro finit par être reconnu comme le meilleur manieur du monde, l'homme étoilé invincible. Et ce pour une bonne raison qu'on ne cesse de répéter depuis le début, Jotaro n'hésite pas à agir pour le bien commun. Quel que soit le danger et quel que soit son adversaire, il se déplacera si le besoin s'en fait ressentir. C'est honorable, c'est même ce pourquoi on le met sur un piédestal depuis tout à l'heure, mais c'est aussi un terrible cercle vicieux. Jotaro sauve mine de rien assez régulièrement le monde. Il défait des ennemis, des organisations et recherche des artefacts liés au stand. Mais plus il agit, plus il est connu des autres manieurs. Alors, plus ses pouvoirs sont connus, plus il paraît facile d'en venir à bout, et donc il a de plus en plus besoin d'agir, et ainsi de suite. Vu comme ça, il paraît presque inévitable que Jotaro finisse par se faire avoir par un adversaire préparé au plus puissant. Ainsi, cet homme qui passe sa vie à aider va être contraint de perdre à cause de ça. C'est un destin qui paraît franchement injuste, et pourtant on sait bien celui qui lui est réservé. Jotaro finit par tomber sur l'homme qui va le vaincre, Pucci. Il perd une première fois face à lui, mais revient quand même et finit fatalement par se sacrifier. C'est ce que le destin lui a réservé, comme quoi cette force n'est pas une source de Deus Ex Machina si elle réserve ce genre de sort aux héros du manga. Mais attends une seconde là, y a un problème, Jotaro, il est pas mort à la fin. Et ça, c'est parce que Pucci s'est émancipé du destin. En faisant ça, il a ouvert la porte à une potentielle réécriture du destin qui a été saisie par Emporio. C'est donc quand même un juste retour des choses pour Jotaro, qui est finalement remercié par une des personnes qui l'a sauvé et qui peut enfin vivre une vie paisible dans laquelle le monde peut rester tranquille sans sa surveillance. Donc Jotaro est un personnage vraiment banger. Il paraît simple à première vue, voire même un peu simpliste,
Pour vous dire, je savais même pas si j'aurais des trucs à dire sur lui au début, mais en réalité, il est constitué de plein de détails, de petits éléments qui le rendent incroyablement attachant et intéressant sans qu'on ait l'impression de suivre un personnage trop lourd de sens. Là où quasiment tous les personnages du même style sont rendus artificiellement plus complexes pour pas grand chose, Jotaro est juste excellent dans sa simplicité et ça c'est vraiment trop rare. Et en fait, c'est pas pour rien s'il est littéralement l'icône de Jojo, c'est parce qu'il représente parfaitement ce qu'est un Joestar, ce qui fait de lui un personnage franchement parfait dans son style. Maintenant, même si on a un très bon exemple avec Jotaro, on peut trouver des personnages excellents dans à peu près tous les styles. Josuke, contrairement à ce dernier, est bien souvent pointé du doigt comme mauvais ou inintéressant et a donc une place minime dans le cœur de la plupart des fans. Il serait trop banal, trop effacé par les autres personnages de sa partie, sauf que ça, c'est une des pires incompréhensions de la communauté, mais on l'expliquera un peu plus tard. Déjà, quand on rencontre Josuke, on remarque que c'est un jeune un peu délinquant, mais qui au fond est vraiment sympa. Tiens, un peu comme Jotaro en fait. Parce que même si ces deux personnages paraissent assez éloignés, en vrai, ils ont pas mal de similitudes. Ce caractère de jeune ambivalent d'une part, mais aussi leur comportement en combat. Ces deux personnages possèdent un stand très puissant et savent qu'ils peuvent se reposer dessus. Du coup, ils ont ce caractère sérieux et toujours posé, même face à des ennemis très puissants. Et surtout, même si c'est moins évident à voir chez Josuke, il possède un mental extrêmement impressionnant. Josuke voit son grand-père, l'homme qui l'a élevé toute sa vie, mourir devant ses yeux, et sa réaction n'est ni le désespoir ni la lamentation, non. Il fait plutôt le serment de prendre la relève et de protéger Morio ainsi que sa mère de toute menace. Cela témoigne d'un mental qui rivalise largement avec celui de Jotaro, et qu'on a tendance à oublier à cause d'un caractère un peu plus débile chez Josuke. Et en soi, on pourrait se dire que ces similitudes viennent du fait que Josuke est un Joestar au même titre que Jotaro, et donc que c'est inné chez lui. En quelque sorte, oui, il montrait déjà ce genre de caractéristiques avant, mais il faut quand même dire que Jotaro fait de l'effet à Josuke. Il le trouve cool, stylé, et même un peu timide avec lui, au point de stresser à mort quand Jotaro fait reposer des responsabilités sur lui. Donc je pense plutôt que Josuke s'est inspiré de Jotaro tout le long de Diamond is Unbreakable pour développer certaines caractéristiques. Par exemple, on voit bien la différence entre son combat contre Rat, dans lequel Josuke a clairement la pression, et son dernier combat face à Kira, dans lequel il garde son calme même dans les moments critiques pour mettre toutes les chances de son côté. Bref, Jotaro a une influence non négligeable sur Josuke, mais si on veut trouver le Joestar qui a le plus d'impact sur ce dernier, il faut se tourner vers son père biologique. Étant donné qu'il n'était même pas au courant qu'il avait eu un fils au Japon, Joseph ne s'est jamais occupé de Josuke et ne l'avait jamais vu avant la partie 4 en fait. Malgré ça, on n'a pas forcément l'impression que Josuke le déteste. Il le sauve quand même face à Akira Otsuichi et l'aide même à marcher juste après. Bon, alors par contre, c'est clairement pas des signes d'amour, et il y a toujours une autre raison derrière. S'il le sauve, c'est juste pour éviter de faire des cauchemars, et s'il l'aide à marcher au lieu de réparer sa canne, c'est sûrement parce qu'il a stressé en vrai, et c'est normal, il rencontre son père pour la première fois. Bon, mais malgré la situation un peu bizarre, Josuke reste quand même lui-même, et va interdire directement à Joseph d'approcher sa mère. Pauvre Joseph. Cette rencontre va malgré tout permettre de vraiment voir le caractère empathique de Josuke. Il préfère renoncer à l'héritage de Joseph qui lui était en partie destiné, juste pour éviter de lui amener des problèmes avec sa femme. Cela dit, par la suite, sans devenir incroyable, leur relation va évoluer dans le bon sens. Essentiellement car Josuke est impressionné du comportement de Joseph avec le bébé invisible qui finira même par adopter. Même si, bon, ça n'empêche pas Josuke de douiller une dernière fois son père en le piégeant pour lui voler son portefeuille. Et la fourberie, c'est pas le seul trait de caractère qu'il a hérité de Joseph. En fait, si en combat Josuke est très proche de Jotaro, dans la vie de tous les jours, il est vraiment plus comme Joseph. Il est super sociable, au point de réussir à devenir pote avec quasiment tous les manieurs qu'il a combattus, il fait des blagues tout le temps, et surtout, il fait des conneries. Exploiter un collégien, squatter la salle des profs ou essayer de voler de l'argent à ses potes, globalement, il se moque des règles de la bienséance tant qu'il peut s'amuser. Enfin, il est influencé par ses aînés, mais tous les JoJo sont également marqués par les antagonistes qu'ils affrontent, et Josuke n'échappe pas à la règle. Encore une fois, il est opposé à son antagoniste, mais là, c'est à un tout autre niveau. Tout comme Josuke, Kira est caractérisé par une ambivalence. Ces deux personnages ont des façades extérieures diamétralement opposées à ce qu'ils sont réellement au fond d'eux, et c'est leur stand qui révèle leur réelle identité. Kira paraît être parfait, il semble efficace, serviable et sympa. Or, son Killer Queen révèle qui il est vraiment, un monstre aux yeux avides de meurtre capable de tuer n'importe qui pour son propre plaisir. A l'opposé, Josuke paraît être un délinquant, un gamin sans intérêt. Mais la vérité, c'est qu'il est gentil, serviable avec un vrai cœur. Il vit pour aider et son Crazy Diamond reflète précisément ça à travers son pouvoir de réparation. On a donc deux personnages antithétiques, le protecteur face au tueur en série. Une opposition qui finit par montrer explicitement lequel de ces deux côtés est le meilleur. La réparation, le bien, l'emporte apparemment sur la destruction. D'une part car Crazy Diamond est largement supérieur à Killer Queen en combat, mais également car Kira a fini par perdre malgré le pouvoir surpuissant de Bite the Dust. Cela dit, au-delà d'être simplement opposé à lui, je n'ai pas vraiment l'impression que Kira ait eu un impact significatif sur le développement de Josuke, alors que si on va chercher un peu plus loin dans la timeline, on trouve bel et bien un antagoniste qui lui a changé la vie de ce dernier.
En 1987, Dio Brando revient parmi les hommes et se pique avec la flèche pour développer son stand. Or, cette action a eu pour conséquence d'éveiller un stand chez chacun des Joestar en vie à ce moment-là. Jotaro, Joseph, Oli et le fils illégitime de Joseph Joestar, Josuke. Or, quasiment aucun enfant de seulement 4 ans n'est capable de soutenir la puissance d'un stand, ce qui a mené Josuke à être là, bloqué au milieu de la neige, mourant à cause de la fièvre. À la vue de cette situation, Dio semble encore une fois être une véritable malédiction qui, sans même le savoir, allait tuer un pauvre enfant. Mais cette fois encore, cela est devenu la plus grande bénédiction qui n'ait jamais touché Josuke. Cela lui a permis de rencontrer un sauveur qui deviendra une sorte de modèle pour lui, un vrai exemple de ce qui est juste que Josuke suivra pour le restant de sa vie. Même s'il ne l'a qu'aperçu, ce lycéen deviendra un mentor spirituel pour Josuke qui fera en sorte d'agir de la même manière que lui dans les moments décisifs. Et en vrai, l'impact de ce sauveur est réellement énorme sur ce dernier. Bon, déjà, il va imiter son style de coiffure malgré qu'elle soit originale. Mais surtout, Josuke en garde une trace psychologique très forte, parce que, pour rappel, il s'énerve très fort contre quiconque ose critiquer sa coiffure. Mais il le dit lui-même, ce n'est pas un énervement conscient de sa part, c'est une réaction automatique qui se fait dans son cerveau. Cela montre vraiment à quel point Josuke peut être impacté par des actions extérieures. Et ça compte pour ce sauveur, mais aussi pour tous les autres hommes dont on a parlé plus tôt. Jotaro, Joseph, son grand-père et même Kira, ce sont des hommes qui ont participé à forger la personne de Josuke. Finalement, un peu à l'image de la jeunesse en général, Josuke devient le résultat de toutes les inspirations qu'il a rencontrées. À l'image de la jeunesse. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une phrase qui colle parfaitement à Josuke. Peut-être parce qu'il est jeune, ou parce qu'il réunit les gens autour de lui. Pour comprendre ça, il faut d'abord répondre à une autre question. Est-ce que Josuke mérite d'être considéré comme un mauvais Jojo? C'est vrai ça, on vient pourtant de voir qu'il était très intéressant. Cela dit, le principal argument qui est tout à fait compréhensible, c'est qu'il est un peu trop mis de côté dans sa partie. Il passe souvent au second plan au profit d'autres personnages comme Rohan, Koichi, Okuyasu ou Jotaro. Mais est-ce que c'est un défaut? Moi, je pense pas. On l'a dit, Josuke c'est quelqu'un de sociable, qui aime être avec les gens et surtout qui n'a pas forcément envie d'être sous le feu des projecteurs. Lui, il aime traîner avec ses amis et rester tranquille dans sa petite ville. Josuke, c'est un gars simple, qui est fort, qui a l'étoffe d'un Joestar, mais qui n'a pas besoin qu'on le sache. C'est donc complètement en adéquation avec sa personnalité de laisser de la place aux autres et de n'agir que quand on a vraiment besoin de lui. Maintenant, j'aimerais quand même te poser une question. Qu'est-ce qui relie Koichi à Jotaro, Rohan à Okuyasu? Qui a rencontré et unifié tous les membres du Moryo Gang? Josuke. C'est lui le vecteur de tout ce qui se passe dans la partie 4, et même plus largement autour de Moryo. Et c'est pour ça que cette phrase lui allait si bien. Josuke, c'est le centre de la jeunesse au cœur d'or, celui qui les a tous liés. Et en fait, j'irais même plus loin. Josuke est littéralement une représentation de Moryo, une petite ville japonaise qui n'attire l'attention de personne, qui paraît banale, mais qui en fait renferme des secrets, des pouvoirs et des gens extraordinaires. Et tout ce qui vient de Moryo et qui a un impact extérieur dans le manga est au moins très fortement influencé par lui. Pour Koichi dans Vento Oreo, il n'aurait jamais eu cette mentalité et la motivation de sauver des vies si Josuke n'avait pas sauvé la sienne avant. Pour le bébé ramené aux USA, Joseph n'aurait jamais mis les pieds à Moryo si Josuke n'y était pas. Les exemples ne sont pas nombreux car Moryo est assez isolé du reste du monde, mais vous avez l'idée, Moryo c'est Josuke. Et donc quand on voit ça de cette manière, Josuke n'est pas mis de côté dans sa partie, car son image, ce qu'il représente, est toujours là à travers Moryo. Ce personnage est donc un Jojo qui se démarque pas mal des autres aux yeux du lecteur. Un peu à l'image de sa partie, Josuke est plus à échelle humaine, il n'est pas extrêmement riche, ni ultra intelligent, ni absurdement musclé. Je dis pas que c'est mieux, je te laisse te faire ton avis sur la question, mais ça change et ça ouvre de nouvelles portes pour la licence, ce qui est toujours bon. De plus, même si je suis peut-être parti un peu loin en disant que Josuke c'est Moryo, l'idée reste quand même claire je pense. On a un personnage qui laisse plus d'espace aux autres et qui vient complètement finir la transition enclenchée dans Stardust Crusaders qui privilégie les groupes de protagonistes. Donc franchement, Josuke est un Jojo sous-estimé et c'est très intéressant de fouiller un peu plus autour de ce personnage. Mais il faut quand même dire que Joseph et Jonathan sont plus symboliques et franchement plus originaux dans leur époque, donc il est le dernier des excellents Jojo. On l'a bien compris jusqu'ici, la symbolique, c'est ce qui fait en grande partie la qualité d'un personnage. Ça permet de lui donner un deuxième niveau de lecture, en plus d'ajouter de l'émotion et plus d'impact à ses actions. Maintenant, si je te demande de me donner un Jojo qui rime avec la symbolique, il y a 80% de chances que tu me dises Giorno. Logique, j'ai envie de dire, ce personnage est un nid à référence et à emblème qui commence par une symbolique intradigétique très forte. Et oui, on l'aura remarqué ne serait-ce que par le fait que son nom ne commence pas par J-O, Giorno n'est pas un Jojo comme les autres. Quand on lit le manga, il n'y a pas de doute possible, il n'est le fils d'aucun Joestar. Déjà, il a ses cheveux blonds caractéristiques de Dio, et surtout, il n'hésite pas à voler, à mentir et à manipuler pour gagner sa vie. Ça rappelle déjà beaucoup l'enfance de Dio, en plus de quoi on voit que Giorno a clairement hérité de l'intelligence supérieure de son père et de sa considération très légère pour les lois. Mais bon, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est clairement ça.
Ça peut paraître comme un détail là pour le style, mais ce cri traduit une confiance en soi très développée chez Giorno. Alors, pas non plus une confiance aveugle comme Dio, mais quand même une confiance solide en sa capacité à éliminer son ennemi une fois qu'il a commencé son barrage de coups. Une confiance qui passe parfois par une violence extrême. Giorno n'hésite pas à déchiqueter ou tabasser ses ennemis pour s'assurer qu'ils ne l'embêtent plus jamais. Fatalement, Giorno paraît donc assez similaire à son père sur pas mal d'aspects. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, même si son nom ne commence pas par J-O, tout le monde a bien compris que Giorno est bel et bien un Jojo. Araki, c'est quand même un minimum de lire une ligne édito. En fait, quand Dio donne naissance à Giorno, il ne possède plus son corps à lui, étant donné qu'il a été forcé de voler celui de Jonathan. Ainsi, on comprend que si Giorno est considéré comme la descendance de Dio, à ce moment-là l'esprit qui habitait le corps, il est tout autant le fils de Jonathan qui constitue le corps lui-même qui a donné vie à Giorno. Et quand on y fait un peu attention, oui, ça paraît logique. Giorno se bat avant tout pour rendre l'Italie plus saine, pour la libérer de la mafia qui inonde le pays de drogue et tue de nombreuses personnes avec ça. Pour ça, une seule solution, il va devoir affronter le boss de la mafia, le mal pur de l'Italie, que Giorno va défaire, tout comme Jonathan avait défait le mal pur que constituait Dio. Également, il a quand même une certaine forme d'honneur plus proche de celle de Jonathan. Il n'aime pas voir des faibles en difficulté et sait se mettre en danger pour protéger la vie de ceux qui le méritent. Et aussi, Giorno n'a pas obtenu, comme Dio avec son masque de pierre ou avec son The World, un pouvoir invincible prêt à l'emploi. Non, Giorno a obtenu un stand complexe d'utilisation qui demande une très grande maîtrise pour pouvoir se montrer vraiment surpuissant, un peu comme l'onde de Jonathan finalement. En fait, si ce mélange de personnalités qui sont totalement opposées peut paraître absurde en théorie, ici ça représente parfaitement Giorno. Mais plus encore, ça représente l'archétype du gangster au cœur d'or. C'est un personnage qui parle sûrement à tout le monde et qui constitue un parfait exemple du mélange entre action répréhensible et bonté. Ici, un mélange entre Brando et Joestar qui permet de réconcilier cette fratrie brisée par l'avarice, mais surtout qui permet de mettre en lumière une réalité. Être complètement Joestar ou complètement Brando ne permet pas de réussir. Ni Dio, ni aucun Joestar n'a finalement pu avoir de vie paisible avec une fin heureuse. Seul Giorno, qui a su tirer le meilleur de ses deux opposés, a réellement réussi et a pu avoir la vie dont il rêvait. Cependant, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Giorno? Malgré quelques détails, il a quand même vécu une enfance similaire à celle de Dio. Fils d'une mère qui le négligeait et d'un père qui l'a oublié et avec un beau-père qui le frappait, Giorno aurait tout eu pour finir comme son père. Mais la différence se fait dans cet homme. Ce mafieux qui a l'air d'être tout sauf une bonne fréquentation pour un enfant est en fait la main tendue que n'a jamais eu Dio. Une aide extérieure qui va changer l'entièreté de la vie de Giorno. Un peu à l'image du sauveur de Josuke, cet homme n'a pas de visage dans les souvenirs de Giorno, car pour lui, ce sauveur représente bien plus un concept ou un idéal plutôt qu'une simple personne. Un idéal que Giorno suit, il veut ressembler à cet homme qu'il admire et se donne tous les moyens pour y arriver. Et c'est là que le parfait mélange entre Joestar et Brando permet à Giorno d'accomplir son destin. Grâce à l'héritage de Jonathan, Giorno est un enfant très empathique, qui à l'époque subit des violences quotidiennes. Ainsi, quand il voit cet homme blessé, au sol qui n'a plus aucune issue, Giorno se reconnaît, il superpose sa propre détresse sur cette situation et décide d'aider cet homme. Pourtant, quand on voit la scène, quand on voit le petit Giorno avec son regard apeuré qui semble répondre presque instinctivement à des adultes qui le terrifient, on peut penser que cette situation n'a rien d'héroïque. Sans doute, Giorno a-t-il seulement répondu sur le coup du stress en tant qu'enfant? Mais non, c'est sûr que non. Car au-delà d'avoir clairement vu l'homme en détresse, Giorno a agi. Il ne s'en est pas rendu compte, mais son esprit était tellement empathique et envieux d'aider ce mafieux au pied du mur qu'il a développé son stand pour l'occasion. C'est donc à la fois grâce à ce mystérieux sauveur et grâce à l'héritage psychologique de Jonathan que Giorno a pu obtenir Gold Experience et devenir un vrai homme. Cependant, Dio n'est pas non plus en reste. On l'a dit, c'est le mélange de ces deux héritages qui fait la force de Giorno. Et si Jonathan permet à Giorno de gagner les grâces de ce mafieux, c'est bien l'héritage de Dio qui lui donnera le courage de l'imiter. Se donner ses propres règles, parfois tricher ou être violent quand la situation le demande, c'est des mentalités de Brando et c'est des mentalités nécessaires pour suivre le chemin que Giorno s'est donné. Et grâce à ces différentes influences, Giorno ne fera pas que suivre les traces de son inspiration, non, il va le surpasser de manière exponentielle. Là où ce mafieux était sûrement le chef d'un quartier tout au plus, Giorno devient littéralement le boss de la mafia italienne tout entière, l'homme le plus puissant du pays. Cependant, au-delà de toutes ces références humaines et compréhensibles pour nous, Giorno est également un personnage cryptique, presque insondable tant il est supérieur. Et pour comprendre ça, il faut se concentrer sur quelques détails clés. Giorno est un enfant né dans une famille modeste, avec un père appelé Dio, qui semble en fait être plus un concept vague qu'une personne réelle. Il devient un homme d'apparence normale, mais qui possède en réalité des pouvoirs miraculeux, plus précisément le pouvoir de créer et de soigner absolument tout. Au fur et à mesure qu'il vit, il se rend compte que le monde dans lequel il est gangréné par un mal profond, propagé par un seul homme appelé
appelé Diavolo. Giorno se surpasse, il trouve des alliés pour défaire ce mal profond, et au final, il se transperce le corps pour pouvoir renaître sous une forme divine et soumettre le diable qu'il combat à un jugement final. Bon, pas besoin de t'en dire plus, j'imagine que tu as bien compris, Giorno est très clairement une figure christique. Et au début, je pensais que c'était juste des clins d'œil de Araki, genre ah c'est marrant, il combat un gars qui s'appelle le diable et c'est le fils de Dieu, ça fait penser à Jésus. Mais en fait, la partie 5 est littéralement pensée comme une énorme référence à la Bible, centrée autour d'une épopée christique. Giorno s'entoure d'alliés, et comme le Christ, il a un ami qui a toujours cru en lui, un autre qu'il estime beaucoup et qui survivra à son périple, et un dernier qui le trahira finalement. Je vous passe toutes les références un peu moins parlantes ou plus subtiles, genre Abacchio en italien c'est le nom d'un plat d'agneau, et l'agneau c'est l'animal qui est souvent sacrifié en l'honneur du Christ. Du coup, Abacchio représente le sacrifice fait pour aider Giorno à retrouver Diavolo. Aussi, le long de sa partie, Giorno affronte un à un tous les péchés capitaux. La gourmandise avec Polpo, l'avarice avec Sale et Zucchero qui tentent de voler le trésor de Polpo, la paresse avec Formaggio qui ne fait qu'attendre que ses ennemis succombent à son stand, Guaccio qui représente la colère vu que il s'énerve tout le temps, la luxure avec Melone pour des raisons évidentes, ensuite l'envie avec Peschi qui convoite la confiance de Prosciutto, et enfin l'orgueil avec Illuso qui croit son stand invincible et qui se fait tuer à cause de ça. On trouve plein d'autres trucs super intéressants dans la partie, et si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous mets un subreddit super intéressant qui pousse la réflexion un peu plus loin en description. Bref, comme le Christ, Giorno est un personnage inspirant qui voit ses amis mourir et qui doit perdre beaucoup pour avoir le droit d'accomplir son vrai destin et de devenir réellement divin. Avec tout ça, on comprend pourquoi c'est clairement un des JoJo les plus appréciés. Giorno est un personnage complet comme on en voit très rarement, mais surtout c'est un personnage fidèle à lui-même. En effet, vu à quel point il a plu, il aurait été logique, marketingment parlant, de le ramener dans les parties suivantes, surtout quand Stone Ocean offre une aussi bonne opportunité. Mais Giorno, c'est un personnage mystérieux par nature, de par la figure christique qu'il constitue, et si Araki s'était mis à le ramener dans toutes les parties à la manière d'un Jotaro, ça aurait clairement enlevé à son mythe. Donc c'est vraiment bien qu'encore une fois, Araki ait su respecter son idée jusqu'au bout sans tomber dans le piège de la facilité ou du fanservice. Giorno est donc un personnage parfait, honnêtement meilleur que Jotaro, car il amène clairement un plus gros parti pris. Ceci dit, si un parti pris pour Giorno c'est un avantage, est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Parce que Jolyne c'est peut-être le plus gros parti pris de Araki. Et oui, déjà qu'en général tu prends rarement une femme comme héroïne dans les shonen, en 2000 ça se faisait carrément pas. Mais du coup, est-ce que c'est un pari réussi? Est-ce que Jolyne est vraiment un bon personnage? Bon, mais avant de savoir ça, on va voir un peu qui c'est. Jolyne c'est une fille assez spéciale. Elle paraît à première vue normale, un peu à l'image de Joseph, elle parle avec tout le monde et elle est sympa, mais au fil de sa partie, on découvre une facette plus complexe d'elle. Jolyne a en elle pas mal de remords, d'erreurs en tête qu'elle aurait pu éviter et surtout de trahisons qu'elle a subies. Mais c'est là que son côté Joestar entre en scène. Elle ne se laisse jamais démonter par ses doutes qui finalement semblent plus la galvaniser qu'autre chose. Parce que c'est clairement pas le genre de personne à se laisser marcher dessus et Jolyne peut vraiment se montrer ultra violente. En fait, je pense que c'est littéralement le JoJo le plus violent qu'on ait vu jusque là. Quand elle se bat, elle le fait pas à moitié et franchement j'aimerais pas me retrouver face à elle. Ce côté un peu sanguin combiné à ces trahisons qu'elle a subies, ça donne un mélange intéressant. En effet, avec ça, Jolyne est super rancunière et franchement c'est cool. Parce que bon, les personnages trop gentils comme Jonathan, moi ça me frustre pas mal de les voir jamais répondre. Et je pense que je suis pas le seul à trouver ça ultra satisfaisant quand on voit l'ex de Jolyne se faire couper la langue ou l'avocat corrompu se prendre un accident de voiture. Quand on sait tout ça, son attitude envers Jotaro semble s'expliquer. Parce que bon, comme on l'a dit plus tôt, si Jotaro semble parfait aux yeux du monde, pour sa famille, c'est tout l'inverse. Il est tout le temps en déplacement à travers le monde et pour sa fille qui ne voit quasiment jamais son père, c'est clairement difficile. Surtout, ce qui va ancrer cette idée en Jolyne qu'elle ne pourra jamais compter sur Jotaro, c'est toutes les fois où il l'a vraiment abandonné. Quand elle souffre de 42 de fièvre à seulement 6 ans, Jotaro ne vient pas, et quand elle se fait arrêter à seulement 14 ans, il ne vient pas non plus. De notre point de vue, c'est compliqué de vraiment en tenir rigueur à Jotaro, car on connaît ses raisons. On sait qu'il s'éloigne de sa famille car il a réellement beaucoup à faire partout dans le monde, et surtout car il ne veut pas impliquer sa femme et sa fille dans les potentiels dangers amenés par sa lutte contre Dio. Mais il faut bien admettre que la rancœur de Jolyne est justifiée, surtout quand on voit ça de son point de vue. Cela dit, malgré qu'on ait l'impression qu'elle a quasiment renié son père, en réalité, elle est encore attachée à lui. Comme tous les Joestars avant elle, Jolyne a un grand cœur, et elle finit même par se lancer entièrement dans la quête contre Dio pour aider son père et continuer la volonté de sa lignée. Pour elle, ça veut dire combattre Pucci afin de l'empêcher d'accomplir la volonté de Dio. Et on n'a pas souvent tendance à le relever parce que c'est pas forcément évident, mais Pucci représente le némésis total de Jolyne. Déjà, ces deux personnages sont présentés de manière opposée. On a Pucci qui est montré en homme de foi, saint et droit qui aide les âmes en peine à se repentir, et à côté il y a Jolyne en prison et qui nous est introduite en commettant un péché, on va dire. Mais bon, évidemment, ça va au-delà de ça. En fait, leurs psychés sont précisément inversés, même si c'est amené de manière plus subtile que pour Kira et Josuke. Enfin, en tout cas, moi, avant d'y réfléchir, je m'étais jamais rendu compte de ça. Parce que Pucci est un véritable fanatique, non pas de la religion,
religion, mais plutôt de Dio. Il suit ses directives en croyant faire le bien, être dans la bonne direction. Et comme il pense toujours être dans le vrai, il ne se remet absolument jamais en question, continuant de propager le mal. A l'inverse, Jolyne est une fille qui se bat pour le bien, qui a un bon cœur et qui tente toujours d'aider ceux qu'il mérite. Or, à cause de ses expériences, elle se croit parfois dans le faux et se pense mauvaise. Cela peut sembler être différent de Pucci, mais pas pour autant mieux. Finalement, vu comme ça, les deux s'autodétruisent. Sauf que là où la psychologie de Pucci l'amène à s'entêter dans sa folie, celle de Jolyne lui permet de constamment se remettre en question pour évoluer. Grâce à ça, elle a réussi à changer sa relation pourtant complexe avec son père et même à utiliser son stand de manière insoupçonnée pour rivaliser avec Simoun. Et cette composante de Jolyne qui l'oppose à Pucci fait partie d'un pan plus large de sa psyché qui fait selon moi tout l'intérêt de ce personnage. Si on regarde tous les autres JoJo, ils peuvent tous être décrits de bien des manières, mais il ne viendrait à l'esprit de personne de les qualifier de réalistes. Sérieusement, je sais qu'il existe de tout dans le monde, mais bon, leur histoire et leur caractère sont quand même assez invraisemblables. Et ce n'est pas un défaut, ça sert le récit et ça permet de les rendre plus marquants. Mais réussir à faire ça tout en constituant un personnage réaliste, c'est d'autant plus intéressant. Quand on dresse le portrait de Jolyne, c'est même assez flagrant en fait. Une fille en manque d'amour parental qui devient délinquante à cause de ça, mais garde quand même des doutes et se remet en question, tout ça paraît complètement plausible. Et oui, ça paraît peut-être bête dit comme ça, mais les personnages vraiment réalistes sont franchement super rares et ça fait du bien d'en voir de temps en temps. Cela dit, ça amène une grosse critique vis-à-vis de ce personnage, c'est que Jolyne serait du coup assez peu utile à sa partie. Enfin, elle est pas mal c'est sûr, mais elle n'est décisive qu'en tant que soutien et n'aura finalement pas d'effet de vrai ennemi majeur. Et bah oui, en effet, y a rien à opposer à cette thèse, donc Jolyne est inutile et nulle comme perso. Bah non, évidemment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Stone Ocean n'est pas de montrer des combats de fous comme dans la partie 3. Cette sixième partie constitue une conclusion, un point d'orgue à la lutte entre Dio et les Joestar et a donc une portée clairement symbolique. Et même à la fin, on a l'impression qu'elle va venir à bout de son ennemi, qu'elle va gagner. Mais non, de par son réalisme et son appartenance à la famille Joestar, Jolyne est une parfaite représentation de l'humain. Un être qui peut devenir fort, très fort, mais qui n'accomplit pas de miracle. L'homme ne peut pas vaincre les dieux. Elle nous offre cette vision de l'humain démuni face à une puissance qui le dépasse, de l'humain qui tente par tous les moyens qui lui sont donnés de résister, mais qui se fait fatalement éclipser en une fraction de seconde. Cette scène dans Stone Ocean est assez dure à encaisser quand tu suis ces personnages depuis une trentaine, voire une centaine d'épisodes pour Jotaro. Mais elle est aussi extrêmement puissante, et c'est là uniquement car Jolyne met parfaitement en valeur son impact. Cela dit, au-delà de simplement mourir face à Pucci, Jolyne se sacrifie pour permettre à Emporio de s'en sortir. Elle lui fait confiance, ce qui permet d'une part de montrer le lien fort qu'elle a tissé avec ses amis, mais surtout de rappeler la seule ressource qu'a l'humain pour espérer combattre les entités supérieures, l'héritage. C'est un thème qui est récurrent dans toute la famille Joestar, mais ici, cette scène cristallise vraiment cette dernière ressource de l'homme, qui peut garder espoir en l'héritage qu'il laisse derrière lui, même dans son dernier souffle. Un peu comme Jotaro, Jolyne subit la malédiction des Joestar et finit par périr à force de chercher à sauver. Et comme ce dernier, elle est finalement récompensée par Emporio, qui lui offre l'opportunité de vivre une vie normale sans toutes les épreuves qui avaient détruit sa précédente existence. Maintenant, juste avant de répondre à notre première question, il faut comprendre à quel point Jolyne est un personnage charnière pour son auteur. En effet, Araki est un auteur très complet, peut-être même un des plus complets, et donc ça paraît assez logique qu'il s'essaye à l'écriture d'un personnage féminin. Sauf que Araki s'était déjà tenté à l'expérience dans ses débuts, et disons que le résultat n'était pas au niveau de ce qu'il attendait. Logique, j'ai envie de dire, c'est forcément plus dur d'écrire un personnage féminin solide quand t'es un homme. 25年の重みとか、そういうのもありましてすごく、なんか感慨深いというか個人的に非常に感謝しております。 C'est donc un véritable tour de force d'avoir réalisé un personnage aussi réaliste et impactant que Jolyne quand on sait que les personnages féminins sont le point faible d'Araki. Finalement, c'est bien un pari réussi, non pas parce que le fait d'avoir un protagoniste féminin a particulièrement plu, mais surtout car Jolyne était juste un personnage très intéressant et novateur. C'est donc évidemment un bon personnage, et je dirais même un excellent, que je mettrai juste devant Josuke parce que je trouve qu'elle est plus marquante. Cela dit, on ne peut pas vraiment la mettre plus haut vu l'énorme impact des deux autres dans le reste du manga. La fin du premier univers est très belle, non seulement comme on vient de le voir grâce à Jolyne, mais surtout car elle a une portée extra-diégétique très forte. Elle symbolise la fin d'un arc pour JoJo's Bizarre Adventure, la fin de la saga de Dio. Et le plus important, c'est qu'elle veut dire qu'Araki va pouvoir développer un tout nouvel univers avec encore plus de liberté. Il peut à présent créer de tout nouveaux personnages, et encore mieux, une toute nouvelle symbolique derrière la famille Joestar. C'est pas pour rien si la partie 7 est considérée comme quasiment parfaite. Cette nouvelle liberté laisse Araki raconter une toute nouvelle histoire forte de ses années d'expérience. Avec ça, cette
7ème partie est très impactante, et je sais pas ce que toi tu as ressenti en la finissant, mais c'était forcément intense. Moi j'ai ressenti de la fierté pour Johnny. Ouais, je sais, c'est bizarre vu que j'ai absolument pas participé à son ascension, mais en le voyant à pleine puissance, qui réussit à vaincre des ennemis divins dans l'indifférence générale, ça m'a fait réaliser à quel point il était devenu fort. Fort en termes de puissance, bien sûr, il est littéralement devenu l'homme avec la plus grande puissance d'attaque de tout le deuxième univers. Cela dit, ce n'est pas le plus important. À la fin de Steel Ball Run, Johnny est devenu fort mentalement. Il a confiance en lui et en son pouvoir au point de poursuivre un ennemi inconnu en possession du cadavre sacré sans se poser de questions. Et surtout, il est capable de retenir ses envies de revoir Jairo et réussit à exécuter Valentine pour le bien commun. Pour le bien commun. Est-ce que c'est des mots qui vont bien à Johnny? Franchement, ne serait-ce que le fait de pouvoir dire ça montre son évolution titanesque depuis le début de la partie. C'est vrai que l'image que je t'ai décrite est souvent celle qu'on garde en tête, un Johnny accompli et fort. Mais laisse-moi juste te rappeler d'où il vient, parce que c'est indispensable pour prendre la mesure de l'ampleur du chemin qu'il a parcouru en seulement 4 mois. On rencontre Johnny handicapé et dépressif, qui est juste venu ici pour se remémorer ses années de célébrité en tant que jockey. Ce gars semble vraiment au fond du trou à ce moment-là, et c'est compréhensible. Il n'a littéralement plus rien. Il a été renié par son père qui préfère très largement son défunt aîné et n'a jamais montré d'affection pour Johnny. Son père qui le traite comme s'il ne faisait jamais assez, regardant à peine ses victoires mais critiquant toutes ses défaites. Cela, en plus de rendre Johnny très triste, a eu de nombreux effets néfastes sur lui. Déjà, ça a brisé sa confiance en lui, et ça a fait se développer une sorte de syndrome du survivant chez Johnny. C'est déjà sûrement très dur pour un enfant de voir son grand frère mourir devant ses yeux. C'est sûrement encore plus dur pour lui de croire qu'il en est responsable, alors quand son père lui dit « Oh Seigneur, pourquoi a-t-il fallu que tu m'enlèves le mauvais enfant ?» Ce sentiment d'être inutile, pas à sa place, d'avoir même volé la place de son frère en ce monde s'accentue jusqu'à briser Johnny. Ainsi, son père ne lui montre jamais la moindre once de fierté malgré ses titres et sa célébrité naissante. C'est un archétype assez connu maintenant, mais Johnny se conforte dans sa célébrité pour tenter d'oublier que la personne la plus importante, son père, ne l'aime apparemment pas. Et cette célébrité naissante qui était tout ce qui lui restait, lui a été arrachée de manière méritée. Johnny s'est senti au-dessus de tout, il pensait pouvoir tout faire sans conséquence et a fini par être puni par le karma. D'ailleurs, ce karma, c'est vraiment quelque chose qui obsède Johnny. Il est persuadé d'avoir un karma négatif à cause de son attitude mauvaise durant sa célébrité, ou même parce qu'il pense être responsable de la mort de son frère. Ainsi, son véritable objectif durant la course, c'est d'équilibrer ce karma, mais on reverra ça un peu plus tard. Parce que bon, exposé comme ça, son enfance semble atroce et purement négative. Mais à force de tomber et tomber sans arrêt plus bas, Johnny finit par toucher le fond. Ici, ce fond, c'est le moment où on le découvre. Il n'a plus rien, est seul, et voit son ancien rival présenté dans cet événement qui est la course la plus importante du monde comme un des principaux favoris. Sauf que, on dit toujours qu'au moment où on touche le fond, on a l'opportunité de rebondir. Johnny va saisir cette occasion en la personne de Jairo. Il est assez évident que le Johnny d'avant n'aurait jamais accepté de devenir l'apprenti de qui que ce soit, mais grâce au fait qu'il soit complètement désespéré, il accepte n'importe quoi tant que ça lui permet d'avoir ne serait-ce qu'un espoir. Et ça lui permet de progresser à une vitesse jamais vue. Aucun Jojo auparavant n'avait fait une évolution aussi importante au sein de sa partie. Aux côtés de Jairo et au fil de son apprentissage de la rotation, Johnny réapprend à devenir un vrai homme. Il regagne en fierté grâce à ses victoires et à la confiance que lui témoigne Jairo. Il apprend à de nouveau faire confiance à quelqu'un et surtout, il regagne quelque chose d'essentiel pour vivre pleinement, un objectif clair. Parce que oui, certes, il était dépressif car il n'avait rien, car il a été trahi. Mais à l'image de la plupart des gens qui ressentent ce vide, Johnny était dans cet état car il n'allait nulle part. Il n'avait pas d'objectif en tête, aucune raison de se lever le matin ou de faire quoi que ce soit. Bref, il était perdu. Et ça se voit, cet objectif est le plus important acteur de son changement. Johnny lui-même semble en être conscient. Je récupérerai ce cadavre à tout prix. Je me fous de vivre ou mourir. Je me moque d'où situe la frontière entre le bien et le mal. Peu importe que le cadavre soit sacré ou pas. Je suis encore en négatif. Je vais retourner à 0. Si je récupère ce cadavre, je peux ramener mon négatif à 0. Il le dit, ni la vie humaine, ni la bienséance ne peuvent l'arrêter, il est prêt à tout. Et on y revient, il parle encore une fois de ce karma. En fait, Johnny semble croire dur comme fer qu'une force supérieure régit le bien et le mal. Et de fait, à la fin de la partie, on verra qu'il a raison. Ainsi, son véritable objectif sous-jacent, derrière son envie de trouver le cadavre, c'est d'équilibrer son karma. À travers cette manière de faire, on trouve chez Johnny un trait extrêmement humain. Au lieu de, je ne sais pas, tenter de faire des bonnes actions ou de sauver des gens pour équilibrer son karma, il cherche une solution de facilité. Un moyen qui lui permettrait miraculeusement de remettre les compteurs à 0. D'ailleurs, il croit tellement que cela marchera qu'il n'a absolument aucun souci à tuer, ce qui fait assurément baisser son karma. Malgré ce dernier point, oui, Johnny est un vrai symbole de l'évolution, et ce qui permet de cristalliser cette idée, c'est évidemment son stand. En fait, Tusk et Johnny sont un peu une version améliorée de Koichi et Cause. Les deux représentent des évolutions assez marquantes, mais là où Koichi restait dans un schéma de shonen classique, Johnny sort complètement de la norme. Plus il évolue mentalement, plus son Tusk devient grand, puissant et versatile.
versatile. Il commence la course en étant assez fermé d'esprit, mal dans sa peau, et son Tusk reflète ça par une taille ridicule et des pouvoirs extrêmement rigides. Et en fait, Johnny est clairement le Jojo qui reste inutile le plus longtemps dans sa partie. Sauf que ce n'est pas frustrant comme on pourrait s'y attendre, non. Ça permet juste de donner encore plus d'importance au développement psychologique des personnages et de le lier directement avec les combats. Et franchement, c'est une idée de génie, car dans la plupart des mangas, on a forcément des moments plus plats de discussion, ou alors les fameux flashbacks qui sortent de nulle part au milieu des combats, et c'est frustrant. Dans Jojo, jusque-là, Araki semblait plutôt avoir opté pour un développement plus discret, sous-jacent. Ça permet de ne pas empiéter sur les combats, mais du coup, ça restait plus en retrait. C'est pour ça que Johnny, et dans une certaine mesure Koichi, sont aussi intéressants et complets, parce qu'avec l'intégration des stands évolutifs, Araki place le développement en enjeu principal des combats. Cela dit, si Tusk représente la force croissante de Johnny, il y a plein d'autres composantes de son évolution qu'il ne reflète pas. Et l'exemple le plus parlant, je pense que c'est sa capacité de remise en question. En obtenant son acte 4, Johnny devient pour la deuxième fois de sa vie supérieur au commun des mortels. Avec un tel pouvoir, il pourrait, comme quand il a obtenu sa célébrité, se croire au-dessus de tout et ne plus rien respecter. Sauf que, très symboliquement, cette fois, le destin a décidé de donner sa chance à Johnny. En effet, avec ce nouveau pouvoir divin, Johnny combat son rival de toujours, celui qu'il a fait passer pour un minable durant toute sa carrière de jockey et qui aujourd'hui encore tente de le vaincre en volant le cadavre. Et malgré qu'il possède un pouvoir divin, malgré qu'il soit même plus fort que Diego sur le papier, Johnny perd. Il se fait avoir par sa propre capacité et se retrouve à nouveau au bord de la mort. C'est donc Diego qui fera changer Johnny, qui ne se pensera sûrement jamais intouchable après une telle défaite. Sauf que cette fois-ci, le karma de Johnny n'est plus dans le négatif. Il n'est plus ce gars prétentieux et mauvais. Venger la mémoire de Jairo, sauver Lucy, tout ça a très sûrement équilibré son karma. Et je trouve ça franchement assez ironique. Johnny a passé toute la partie à chasser un artefact qui lui permettra d'équilibrer son karma de manière magique. Pourtant, il finit par l'équilibrer normalement en faisant tout simplement de bonnes actions. Et pourtant, c'était pas gagné pour équilibrer ça. Parce que, comme on l'a dit, Johnny a commis pas mal d'actes répréhensibles durant la Steel Ball Run. En fait, il se moque d'à peu près tout quand il s'agit d'accomplir son objectif. Et ce qu'il exprime le mieux, c'est clairement sa Dark Determination. Quand ses yeux sont comme ça, Johnny est prêt à tuer le premier qui se mettra sur son chemin, même si ce n'est pas expressément nécessaire. Sauf que ce genre de comportement, c'est pas trop celui d'un héros d'habitude. Et en effet, si Johnny est bien le protagoniste de la 7ème partie, quand on regarde un peu attentivement, il paraît assez clair qu'il n'en est pas du tout le gentil. En fait, comme la plupart des coureurs qui recherchent le cadavre, il le veut pour des raisons égoïstes. Alors oui, ça paraît normal de chercher un moyen de remarcher pour lui, mais cela signifie également priver le monde entier du pouvoir du corps, et ça, Johnny s'en moque. Mais en fait, ça ne serait pas si grave si Johnny ne se battait que contre des manieurs qui recherchent le cadavre pour des raisons similaires. Sauf que face à lui, c'est Funny Valentine. Le président des États-Unis est diamétralement opposé à Johnny, il paraît donc logique que ses desseins pour le cadavre le soient également. Alors dans les faits, Valentine est également égoïste, étant donné qu'il veut garder le cadavre aux États-Unis pour garantir le bonheur de sa nation. Mais dans l'absolu, le plan de Valentine bénéficie clairement à plus de monde que celui de Johnny. En plus de quoi, Valentine croit dur comme fer qu'il agit pour le mieux, certain qu'aucune autre solution ne pourrait être plus bénéfique. Ainsi, parmi ces deux-là, si on devait définir un gentil, ça serait clairement Valentine et non Johnny. Bon, alors après, ça reste à nuancer, parce que dans ma vidéo sur les antagonistes, j'ai dit que Valentine a réussi à devenir le gentil de sa partie. Sauf que ça, c'est pas vrai du tout. Il est gentil par rapport à Johnny, ça oui, mais le vrai gentil de Steel Ball Run, c'est clairement Jairo, qui court pour sauver un enfant et qui recherche le cadavre simplement pour aider Johnny. Mais alors, si Johnny n'est pas du tout le gentil de l'histoire, pourquoi est-ce qu'on l'aime autant? Et surtout, pourquoi est-ce que quand on lit le manga, on est à ce point persuadé qu'il est du bon côté? Tout simplement parce qu'on se reconnaît en lui. Ce personnage est extrêmement réaliste et reprend des tas de caractéristiques ou défauts humains. On peut comprendre ses angoisses et ses peurs car on nous montre comment est-ce qu'il les a développées. Et même si ce n'est pas objectivement bien, on peut comprendre pourquoi il se bat parce qu'on nous a montré à quel point il a souffert de sa paraplégie. En fait, un peu à l'image des antagonistes de la licence, Johnny n'est pas un personnage bon en soi, mais il est très humain, très réaliste, ce qui fait qu'on peut le comprendre très facilement. Et on avait noté que Jolene aussi était assez réaliste, mais là c'est clairement le niveau au-dessus, et c'est pour ça je pense que Johnny sort autant du lot. Aussi, comme on l'a dit un peu au début, si Araki peut se permettre ça, c'est bien parce qu'il a reboot l'univers pour créer une nouvelle lignée des Joestar. Non, parce que franchement, Johnny est littéralement plus opposé à Jonathan qu'à son antagoniste. Bon, déjà, Jonathan est né en tant que fils unique, se sentant seul, mais il a quand même bénéficié de l'amour de son père, à l'inverse total de Johnny. Aussi, c'est un détail, mais je trouve ça marrant, ils ont tous les deux un animal qui s'appelle Danny. Sauf que d'un côté, c'est le frère de Jonathan qui le tue, et de l'autre, c'est Danny qui tue le frère de Johnny. Bon, et ensuite, je pense que vous vous en doutez avec tout ce qu'on a vu, mais leurs caractères sont diamétralement opposés. Jonathan est un homme juste qui sauve, et Johnny un égoïste qui ne s'intéresse qu'à lui et ses proches. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais pour autant? Franchement, je ne pense pas. Dit comme ça, c'est vrai qu'il paraît juste égoïste et méchant, mais en fait, c'est juste deux visions différentes de la générosité. Jonathan est généreux envers tous, un peu idéaliste, à penser qu'il pourra aider tout le monde. Johnny, lui, aide précisément ceux qu'il aime, mais il est prêt à absolument tout pour eux.
En fait, il est surtout conscient que si tu tentes d'aider tout le monde, tu finis par n'aider personne. Alors, au lieu de gâcher ses efforts dans le vide, il préfère les cibler sur des personnes spécifiques. Et puis surtout, malgré sa mentalité moins grandiose, Johnny apporte quand même un message. Il perd souvent, se blesse quasiment tout le temps, mais ne lâche jamais et survit. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce dicton n'aura jamais été aussi vrai que pour Johnny. Il prouve qu'avec la détermination nécessaire, on peut tout accomplir. Si ce gars passe de paraplégique en dépression à maître de la rotation qui rivalise avec des dieux, pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas? Johnny ne transmet pas de valeurs précises ou ne montre pas d'exemple à suivre, mais il transmet ce qui, je pense, est la seule composante indispensable à la réussite, l'espoir. Finalement, Johnny est un personnage incroyablement intéressant et complet. C'est pas pour rien si sa partie fait 2 fois la taille de celle des autres. En fait, il est plus construit comme un anti-héros, ce qui donne forcément beaucoup plus de matière que pour les autres JoJo qui sont du coup des héros purs et durs. On l'a déjà dit un peu plus haut, mais la vraie force de ce personnage, c'est qu'à peu près tout le monde peut se reconnaître en lui, et mine de rien, c'est assez fort. Donc franchement, il est marquant, surtout parce qu'on n'avait jamais vu ce type de personnage parmi les JoJo. Cela dit, même si ça me fait un peu mal de le dire, Giorno reste un meilleur personnage, plus symbolique, ancré dans sa partie. Donc Johnny est pour le moment numéro 2. Maintenant, un autre personnage tout aussi atypique serait Josuke de JoJo Lion, qu'on va appeler ici Gappy. En effet, il détonne pas mal parmi les autres JoJo, sauf que, contrairement à Johnny, sa qualité en tant que personnage est assez loin de faire consensus. On le trouve trop plat, parfois trop bête, mais est-ce qu'il est si mauvais que ça? Pour savoir ça, on va d'abord se pencher sur ses motivations. Quand il arrive dans JoJo Lion, Gappy est complètement amnésique. Il n'est pas non plus vidé de tous ses souvenirs, étant donné qu'il sait encore parler et se servir de son corps, mais son identité et son passé lui restent complètement inconnus. Ce processus de mettre un personnage amnésique qui recherche ses souvenirs n'est clairement pas nouveau dans la fiction, mais dans JoJo c'est inédit, et ça permet de recréer une intrigue d'enquête à Morio qui ne ressemble pas trop à celle de Diamond is Unbreakable. Et puis surtout, JoJo a quelque chose que les autres mangas n'ont pas, c'est les stands. On le sait, un stand c'est la représentation de l'âme. Ainsi, le stand de Gappy constitue un indice à part entière sur son identité et nous permet surtout d'émettre des hypothèses sur cette dernière. Au bout d'un temps, il finit par comprendre qui il est, et c'est forcément assez décevant. Gappy n'est pas une personne, il est le résultat d'un miracle qui a fait fusionner 2 autres personnes entre elles. Mais au final, lui, il n'est ni une vraie personne qui a un passé, ni une nouvelle personne créée de toutes pièces, et il se retrouve dans un entre-deux étrange. C'est évidemment une position extrêmement délicate et psychologiquement très complexe pour lui. Gappy, qui pensait enfin trouver des repères en découvrant qui il était, se retrouve encore plus perdu. Les 2 individus qui composent son corps ont des familles, d'anciens amis, mais aucun d'entre eux ne connaît vraiment Gappy. Sur ce point, il est clairement une victime de la folie humaine, un dommage collatéral des envies démesurées de Toru. Et cette position rappelle clairement les problématiques qu'on retrouve autour du clonage ou des homonculus dans notre monde. Comme pour Gappy, en créer serait un exploit scientifique, c'est certain, mais cela serait aussi une malédiction pour ses créations, qui seraient vivantes au même titre que l'homme, mais sans raison d'être. Ainsi, Gappy est clairement perdu à ce moment-là, et on peut imaginer qu'il pourrait tout abandonner ou même péter un câble à cette révélation. Mais même s'il n'a pas d'identité propre, Gappy a quand même eu le temps de vivre, de rencontrer des gens, et surtout de développer un code d'honneur personnel. N'ayant apparemment pas de famille, quand les Higashikata décident de le recueillir, il se met à considérer la famille comme extrêmement importante et comme passant avant tout. Et cela à un niveau tel qu'il va se mettre en tête de sauver Oli par tous les moyens, malgré qu'elle ne soit pas vraiment sa mère. Cela montre une chose, c'est que, au-delà de la famille, ce qui semble vraiment importer pour Gappy, c'est l'héritage. De fait, même s'il n'est pas réellement de la famille de Oli, c'est tout de même entièrement grâce à son héritage qu'il est en vie, parce qu'elle a donné vie à Kira et parce qu'elle a sauvé Josefumi dans son enfance. Avec ça, il renoue un peu avec les Joestars du premier univers, partageant plus ses notions d'héritage et d'honneur que Johnny. Cela dit, il a quand même pas mal de ressemblances avec ce dernier. Il a un code d'honneur apparemment plus développé, d'accord, mais à part ça, ses méthodes semblent similaires à celles de son ancêtre. Il s'intéresse essentiellement à ceux qu'il aime et ne fait des efforts presque que pour eux. On le voit bien quand il combat Blue Hawaii, il n'hésite pas à tabasser des civils pour se sauver. Et puis surtout, il n'hésite pas à tuer quand la situation le demande, comme en témoigne sa Dark Determination qui s'exprime parfois. Et bon, à partir du moment où il décide de sauver Oli, il s'engage dans une quête infiniment plus complexe. Lui qui est un humain des plus simples, qui n'aspire qu'à vivre une vie tranquille au sein de sa famille et de ses amis, se retrouve à affronter une force littéralement divine. Son combat face à Wonder of You montre vraiment à quel point ce qui aurait pu être vu comme un simple code d'honneur est en fait une sorte de réaction instinctive. Car bien qu'il soit un être à part entière, Gappy reste très fortement influencé par les 2 personnes qui le composent, et ça explique pourquoi est-ce qu'il se donne autant de mal pour sauver Oli. De fait, Gappy est réellement un mélange parfait entre Kira Joestar et Josefumi Kujo, physiquement évidemment, mais surtout mentalement. Il a parfois des moments où il est très émotif et humain, comme Josefumi, surtout quand il est question de Yasuo, et d'autres fois, il sait être très froid et calculateur pour arriver à ses fins à la manière de Kira. Cela est clairement appuyé par son stand, d'un côté capable d'opérer en silence et sans blesser avec ses bulles, tout en étant aussi capable de faire d'importantes explosions. Et en fait, au-delà de cette séparation intrinsèque à sa nature, Gappy est un personnage plein de dichotomies. Par exemple, quand on essaye de l'analyser un peu, on voit un personnage perdu, qui cherche sa vraie place dans le monde et qui pose pas mal de questions introspectives. Et à côté,
entre deux introspections, Gappy se comporte comme un gamin de 8 ans. Il joue comme un enfant, dort sous les matelas parce que, pourquoi pas en fait, il semble souvent un peu con et il parle de manière complètement décomplexée de choses normalement intimes. Bref, c'est quand même deux faces assez éloignées et mine de rien, ça marche bien ensemble. Ça crée de la diversité dans le ton des passages qu'on voit au cours de la partie et surtout, ça permet de compenser le manque d'alliés vraiment intéressants qui entourent Gappy. Et oui, c'est aussi pour ça que Gappy est aussi complet, parce qu'il n'a clairement pas de Jojo Gang qui l'entoure et le complète contrairement à son homonyme. Et hop là, petit jeu, interdit de tricher évidemment. Tu vas me dire qui selon toi est le Jojo homonyme à Gappy dans le premier univers. Alors, t'as 5 secondes, vas-y. Ça paraît évident en vrai. Bon, pour répondre à ça, on va regarder un peu l'arbre généalogique de cette famille Joestar du deuxième univers. Tout comme dans le premier univers, Johnny est le fils de George et aura un fils qui s'appelle lui aussi George Joestar. Ce fils aura lui aussi un enfant appelé, toujours comme dans le premier univers, Joseph. Joseph aussi aura quasiment la même fille que dans le premier univers, Holly Joestar, qui aura un fils unique, Kira. Le même Kira qui compose la moitié de Gappy. Donc même si la partie se passe à Morio comme la partie 4, Gappy est l'homonyme de Jotaro. Et en vrai, dis-moi si t'avais trouvé, parce que perso, je pensais vraiment qu'il correspondait à Josuke avant de regarder. Sauf que bon, là contrairement à Johnny, on va pas vraiment pouvoir établir de lien d'opposition ou quoi que ce soit avec Jotaro parce qu'ils semblent tout simplement être deux personnages complètement différents. Finalement, Gappy est un personnage encore une fois assez atypique. Il témoigne bien de la volonté perpétuelle de Araki à se renouveler dans ses parties et ses personnages toujours aussi haut en couleur. Bien qu'il ne soit pas un personnage aussi grandiose ou symbolique que certains autres, Gappy fait clairement le taf dans son genre et on ne peut pas vraiment pointer du doigt de véritables défauts chez lui. Si beaucoup, dont moi, ont un souvenir un peu plus terne de lui à cause du fait que Jojo Lion soit assez décevant, force est d'admettre que Gappy est un excellent personnage en lui-même, très attachant et cool à suivre. Maintenant, comme je viens de le dire, il ne brille pas non plus outre mesure, ce qui fait qu'il ne peut se mettre dessus d'aucun autre Jojo. Pour ce qui est de Jodio, pas de panique, on ne va rien spoiler ici. De ce qu'on a pu voir, c'est un personnage encore une fois très réaliste, terre à terre, qui a un objectif tout à fait plausible. Araki semble peu à peu s'intéresser à des personnages plus ancrés dans le réel et un peu moins fantaisistes, et personnellement, je trouve ça super cool. Jodio semble vraiment avoir un sacré potentiel, une sorte de mélange entre Johnny et Giorno qui sont les deux meilleurs Jojo entre les mains de Araki, ça ne peut que donner un personnage d'anthologie qui saura sûrement couronner en beauté la longue lignée de personnages incroyables que sont les Jojo.